Au sein de l'Afrique de l'Ouest, Bamako, capitale du Mali. La ville compte aujourd'hui presque 2 millions d'habitants. Depuis 1991, date de la chute du régime militaire de Moussa Traoré et de l'élection d'Alpha Oumar Konaré, une vaste politique d'aménagement urbain a été mise en place. L'idée première est de changer l'image de Bamako. Il s'agit de tenter de construire une nouvelle identité urbaine malienne. Une identité qui passe par la constitution d'un patrimoine moderne dans un pays où existent des villes anciennes. Le nouveau président joue la carte du beau, en érigeant, dans la capitale et dans d'autres villes, des monuments qui se veulent les symboles d'une mémoire nationale en construction. Ces 5 dernières années, cette volonté politique d'embellissement s'est accrue. La nouvelle présidence d'Amadou Toumani Touré poursuit l'œuvre monumentale engagée par son prédécesseur. Il y ajoute la réalisation d'espaces verts au cœur de la ville. C'est toute une politique d'aménagement planifiée qui a été initiée. L'objectif est d'embellir la ville pour attirer les investissements, de désengorger le centre pour favoriser les échanges et de réduire l'occupation anarchique des rues, trottoirs et espaces vides. Au-delà, l'idée des autorités est de faire naître un sentiment d'appartenance, fondé sur l'admiration des monuments et le respect des espaces publics. L'enjeu, c'est de tenter de faire émerger une conscience citadine. Dans le programme d'aménagement de la ville de Bamako, nous avons des espaces verts qui sont programmés, qui sont prévus. Ces espaces verts qui sont prévus, donc la mission de la ville est de les aménager. Dans un centre urbain, on a horaire de ville et le vide se fait toujours occuper. Donc c'est pour éviter une occupation anarchique de ces sites-là qui n'étaient pas programmés en aménagement que nous avons conçu ces aménagements et que nous allons continuer ces aménagements le long et dans la ville. Nous pensons pouvoir mettre en place une politique qui va nous permettre de gérer beaucoup plus proprement la ville de Bamako. Ces aménagements d'espace quand même sont les bienvenus parce que réellement, ça contribue de façon considérable à l'embellissement et surtout à la salubrité de la ville. L'arbre, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie. Un arbre, ça soigne, ça nourrit et ça protège. Et cette mentalité, elle est là depuis le temps. Mettre en place cet arbre-là en ville, c'est une chose essentielle pour le Malien et même pour l'Africain que je suis. Donc chaque fois que nous avons un grand ouvrage réalisé, tout autour, il y a toujours l'aménagement d'un espace vert, d'un jardin. Donc c'est vous dire que tout le programme de développement de la ville de Bamako tient compte de l'aménagement de ces espaces verts-là, que ce soit au niveau individuel, institutionnel ou même carrément à l'échelle nationale. Donc c'est vous dire que cette politique d'embellissement et d'amélioration du cadre de vie de la ville de Bamako, c'est une politique de l'ensemble des occupants de Bamako, l'ensemble des autorités de la ville de Bamako et l'ensemble même des autorités du pays. C'est un accompagnement de tous que nous recherchons là. Bamako, pour vraiment rester toujours une très belle ville, une ville très propre, doit tenir compte de ces aménagements d'espaces verts. C'est indispensable pour la vie des Bamakois et pour l'embellissement de la ville même. Oui, Bamako déjà était une ville verte dans le temps. Bon, on appelait Bamako la ville verte. Et avec les projets qui sont en cours actuellement, je crois qu'on peut aller que dans ce sens. Aujourd'hui, oui. On peut parler de citadinité verte parce que c'est une mentalité qui est là installée. Je l'espère bien que ça va continuer, que les mentalités vont se renforcer dans ce sens et que Bamako sera encore plus belle et plus verte. Bamako n'a plus le même visage qu'avant. Parce qu'en ce moment, nous avons la volonté politique qui suit et qui appuie les projets et ça devient beaucoup plus facile. C'est ce qui fait d'ailleurs que je vous ai dit tout de suite là qu'il y a toute une série de projets qui sont en cours de conception pour le cinquantenaire de notre indépendance, qui doit avoir lieu en 2010. Donc vous voyez bien ce que ça fait. Il y a pas mal de projets qui sont en train de se mettre en route. Et vous allez voir en 2010 que Bamako n'aura pas le même visage que maintenant. J'ai été à Niamey, j'ai été à Ouaga.
Mais je pense que Bamako, quand même, en termes d'aménagement urbain, est en train de tirer son épingle du jeu. D'après les informations que nous avons eues dans le temps, un chef d'État d'un pays voisin se serait servi de Bamako pour transformer sa ville capitale en chantier à cause des échangeurs qu'il y avait à Bamako et qu'il n'y en avait pas chez lui. Et Dakar a été transformé en chantier à cause d'une jalousie positive de la ville de Bamako. Si nous maintenons le cap, je crois que dans les 10 années qui vont venir, nous serons vraiment un exemple pour toute l'Afrique occidentale. Modèle d'aménagement urbain, ville en construction. À Bamako, le verre est conçu comme l'outil de la requalification des quartiers centraux. En 2005, le quartier de l'Indépendance, centre administratif et politique de la ville, a été aménagé. L'axe central de Bamako se voit équipé de feux de signalisation. Cet élément rare dans la ville permet de réguler la circulation. Il donne l'impression d'un certain ordre urbain. Le lieu devient alors un modèle d'aménagement où le citadin est responsable de ses comportements. Cette artère est conçue et aujourd'hui perçue et vécue par tous les acteurs comme une vitrine de la ville. Celui-là, ça vaut 25 ans. Je suis dans ce quartier, j'ai grandi ici. Et juste la maison jaune qui se trouve derrière moi, juste là. Et j'ai vu beaucoup de changements surtout parce qu'avant l'espace vert, il y avait des mécaniciens qui étaient là. Bon, ce n'était pas... Bon, ils ne nous dérangeaient pas tellement, mais ce n'était pas bon à vivre ici. Parce que du coup, il y avait trop de carburant. Ils sentaient trop le carburant ici et puis de l'huile de moteur. Les habitants du quartier ont demandé à ce que vraiment que la mairie essaie de voir avec ces mécaniciens qui envahissaient le quartier. Ils ont pris ça à la légère, donc la mairie n'a pas vraiment fait de... Ils ne sont pas intéressés vraiment à ces trucs-là, quoi. Donc c'est juste avant le sommet Afrique-France. Donc du coup, quand le président il a vu que bon, il va y avoir tellement d'invités pour le sommet, donc le quartier vraiment, il ne pouvait pas le laisser comme ça. Parce que du fait que le président il passe par là pour aller à Koulouba, donc quand il reçoit des invités, donc ces invités sont obligés à passer sur la voie là. Donc du coup, ils ont pensé que bon, c'était une meilleure idée d'embellir un peu le passage du président et de sa délégation, souvent de ses invités. Oui. La plupart des services se trouvent dans la rive gauche. Tous les ministères sont là. Notre Maison Blanche est là. Avant, on ne pouvait même pas s'asseoir ici et prendre du thé. Donc les après-midi, on était obligé de rester dans la cour de la maison qui était un peu petite. Donc actuellement, ça va parce qu'avec l'espace vert, on parvient à faire le grain ici, à prendre du thé. Parce que nous, les Maliens, on aime faire les grains. Les grains surtout. Ce n'est pas parce qu'on ne travaille pas, c'est juste on fait les grains pour s'épanouir un peu. On vient se réunir juste à côté du thé, on prend du thé, on cause. Donc avant, on n'avait pas ce coin-là. Tout le monde était obligé de rester soit devant sa porte, soit dans la famille, dans la cour même de la concession. On peut même inviter des gens de notre quartier. Et puis ils sont émus parce que dans leur quartier, il n'y a pas d'espace vert. Je crois que c'est le premier au Mali. Donc du coup, ils sont contents quand ils viennent dans notre quartier, ça va. C'est bien même pour la population parce que du coup, ça nous rapproche. Et puis, il n'y a pas de différence d'âge. On est là, on est tous les Maliens, ça va. Tu as besoin de chaises, on te donne, on cause ensemble, on prend du thé. Il y a des gens du quartier même qui viennent réviser ici la nuit. Ils viennent en prendre la nuit sous les lampadaires qui sont là, donc ça anime le quartier. Ça a vraiment changé l'image de notre quartier. C'est devenu comme un modèle. Nous, on est franchement contents d'avoir ces trucs-là chez nous.
Les premières personnes qui vraiment sont intéressées par l'espace vert, c'est nous-mêmes, parce que c'est dans notre quartier. Donc du coup, nous on est là, même si on prend du thé, on voit les enfants gâter des trucs, donc souvent on les chicote même, on les bastonne. La mairie paye des gens pour s'occuper de ces plantes, de l'espace vert, mais il y a la population aussi. La population aussi veille sur ça. Il n'y a pas eu de contrat entre la population et la mairie. On fait ça de façon spontanée parce qu'on pense que c'est bien. Parce que quand on confie l'entretien de ces espaces verts à la mairie seulement, moi je pense que ce n'est pas une bonne idée. C'est la population même qui doit se réunir, dire vraiment, donc comme l'État a eu une bonne initiative vraiment de nous donner ce cadeau, donc vraiment il faut l'entretenir à notre manière, même s'il ne nous donne rien, il ne nous demande pas de surveiller. Donc la première personne intéressée, vraiment, moi je pense que c'est la population qui vit juste à côté de ces espaces verts. Ici on a un chef de quartier, donc du coup quand il y a des problèmes, on s'explique là-bas. Il a dit au chef de famille de sensibiliser et les enfants surtout, hein, d'entretenir les espaces verts là. Il faut vraiment les arroser, il ne faut pas casser des arbres, il ne faut pas maltraiter les fleurs. Donc moi je pense que c'est ça qui a fait la force de notre quartier dans l'entretien surtout de ces espaces verts. Chaque fois, on doit déménager. Ça vaut même 4 fois. On est en train de déménager. Bon, ça, c'est pas bon pour la nous. Parce que moi, avec ma mère, tous nos parents qui sont en train de vivre avec ça. C'est ma mère qui travaillait. Bon, c'est ma mère qui vend cette fruit-là. Même j'étais à l'école. J'ai laissé tout ça pour venir. On doit vendre ensemble pour qu'on doit gagner l'argent. C'est pour cela que je l'ai laissé à l'école. C'est là qu'il y a le problème. Parce que si on est déménagé, on doit perdre tous les clients. On a tout perdu. Tout ça a venu un problème. Bon, chaque fois, si on déménage, tout ça va perdre notre argent. Si ce n'est pas bien, c'est la mairie qui va dire que nous, vous là, vous n'assez pas ici. Bon, après ça, on doit aller à la mairie encore pour payer l'argent, pour qu'on doit nous laisser en paix, pour qu'on doit travailler pour gagner l'argent. Mais chaque mois, on doit payer quelques sommes pour te donner. Tu ne vois pas les plaques là. Il est en train de nous cacher. Bon, si tu es devant les plaques là, les gens tu dois te voir venir pour acheter. C'est ça qui est le problème d'ici. Bon, si on vient ici, on doit donner beaucoup de transport. Chaque matin, si on doit venir ici, on doit payer 1500. Ma mère doit aller au grand marché pour aller acheter les fruits là. Bon, moi, nous, on doit venir ici pour sortir nos affaires. Oui, c'est pas normal, mais si tu n'as pas le choix, tu ne pouvais dire rien ou bien. Si tu n'as pas l'argent, tu ne gagnes rien. Parce qu'avant, on était un peu de l'argent, mais maintenant, on n'est rien, on ne peut pas faire même un pas. Bon, on a trop de problèmes. Depuis qu'on était allé là-bas, on a trouvé beaucoup de problèmes là. Même si les gens venaient en Mali aussi, elle doit dire qu'ici c'est bon, ici c'est joli, bon. Ça aussi c'est bien, mais ça nous a fait très très mal aussi. Tout n'est donc pas rose. Dans le quartier de l'Indépendance, la politique du beau ne fait pas que des heureux. Il y a les résidents qui bénéficient d'un cadre de vie paysager. Il y a les expulsés qui doivent aller ailleurs, se refaire un cadre de survie. À environ 2 km du boulevard de l'Indépendance, on est à Raïda, un autre lieu
une même politique. Ici, on est dans une zone commerciale. C'est aussi le terminus de tous les transports collectifs de la ville. Un véritable carrefour de flux. L'endroit idéal pour trouver des clients, mais un casse-tête pour tout responsable politique. L'espace vert est submergé, envahi. On en perçoit encore les traces, mais son effacement semble être une question de temps. Oui, ça vaut 4 ans maintenant, je vends ici. Comme avant moi, je travaillais, maintenant je ne travaille plus. Je viens me débrouiller ici, matin jusqu'à la nuit. On vient souvent à 6h, on s'en va à 18h, à 20h. On se débrouille avec les chauffeurs ici, on se débrouille. Oui, les clients, quand ils rentrent dans les voitures, ils paient un peu de trucs avec nous. Bon, souvent quand ils passent aussi pour aller au travail, ils passent ici, ils payent un peu. On se débrouille avec les clients. Souvent, on paye 100 francs, 100 francs. On ne sait pas ça vient de où, mais on vient nous demander, on donne. Souvent, il se fâche, mais quand il n'y a pas marché, on lui demande pardon, il s'en va. Le jour qu'il n'y a pas marché, on lui dit, ah, aujourd'hui, ça n'a pas marché, il s'en va. Mais demain, quand il vient, si c'est un peu, ça marche un peu, on lui donne 100 francs, il s'en va. Oui, tous les matins, je paie transport. Je paie transport, je viens vendre ici la nuit, je me retourne là-bas. 150. La journée, c'est 300. Souvent, même, on vient s'asseoir, on ne gagne même pas transport pareil, mais on s'arrange ici, on prend l'argent demain. Quand on vient, ça marche, on paye. C'est mieux qu'on assis à la maison. Tout ça, là, c'est à cause de l'argent. Un seul mot d'ordre à Raïda. Survivre. Ici, comme ailleurs dans la ville, on fait ce qu'on peut pour s'en sortir. Et le commerce, c'est rapide, et ça semble facile. Commerçants de longue date ou ruraux fraîchement débarqués, tous s'y retrouvent. Un lieu dont une croyance tenace dit qu'il a été jadis béni par les dieux. Ici, tout semble possible. Pour stationner ou exercer son commerce, on est taxé par les agents municipaux chargés de faire respecter l'ordre aménageur. Les sommes varient au gré de leur humeur. Toute cette petite corruption permet l'épanouissement des activités informelles au détriment de l'image recherchée par les planificateurs urbains. Leur échec est d'autant plus flagrant que les agents municipaux travaillent aux côtés de la BUP. La Brigade urbaine de protection de l'environnement a pour rôle de promouvoir l'assainissement de la ville en luttant contre l'avancée des ordures et en empêchant l'occupation anarchique de l'espace public. À Raïda, l'embellissement est un objectif abstrait. La vie réelle prend le dessus. Là, vraiment, c'est le domaine de prédilection des vendeurs ambulants. Et puis, des gens qui, vraiment, bon, des fainéants, il faut le dire. Hein. Parce que non, c'est vrai, on va trouver souvent des gens qui sont couchés là-dedans. Ils ont tout l'air de gens drogués, en tout cas des fainéants qui n'ont pas de travail. Ça, c'est vraiment le long des rails. Parce que c'est tout juste
contigus à la zone commerciale. C'est les mêmes personnes qui sont là. Et nous sommes en train de leur dire du matin au soir, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Pourtant, ils le font. On les chasse, ils s'en vont, 5 minutes après, vous tournez le dos et reviennent. Ils sont accrochés à ça parce que c'est le seul moyen de survie. Le seul moyen de survie, je dois dire. C'est mon gagne-pain, c'est à travers ça que je gagne mon pain, c'est à travers ça que je nourris ma famille, des trucs comme ça. C'est des mots qui ne cessent de revenir. C'est un melting pot de personnes sans aucune responsabilité souvent. Ce n'est pas des citadins, donc ils viennent avec des habitudes, puis ils pensent que vraiment c'est tout ce qu'on peut faire au village, on peut venir faire pareil à Bamako. Alors qu'au moins à Bamako, il y a des choses qui sont réglementées, il y a des choses, des lieux qui sont appropriés pour telle ou telle autre chose. Le fait que des gens viennent et qui pensent que tout est permis, tout est faisable, voilà, ça a un mauvais impact quand même sur le paysage urbain. Donc l'aménagement là a vraiment son effet bénéfique sur l'assainissement de la ville et sur même le comportement des gens. Parce que quoi qu'il advienne, bon, un espace aménagé, les gens quand même ont tendance à respecter un peu. Mais quand ce n'est pas aménagé, le respect n'est pas là. L'aménagement est une solution, une bonne solution contre l'occupation. C'est une façon d'occuper aussi d'ailleurs. L'Aïda quand même, c'est un phénomène. C'est un phénomène. On n'arrive pas du tout à maîtriser ça. Bon, peut-être que ça va venir, je ne sais pas. Quand même, pour qu'on y parvienne, il faut d'abord jouer sur les gens qui viennent là, les ruraux qui viennent là, peut-être s'ils sont moins à venir, bien si on peut trouver d'autres types d'emplois pour ces gens-là qui viennent, au lieu de faire le petit commerce et gagner seulement des miettes, tout juste pour les 24 heures ou 112 heures qui suivent. Si on arrive à arrêter ça, ça pourra marcher. Pour la mairie, contrôler Raïda, c'est essayer de faire des ruraux des citadins, en les sensibilisant au respect de la ville. Mais la dégradation de la zone est le fruit de jeux politiques plus profonds. Mars 2009. Depuis plus de 5 mois déjà, les gardiens censés s'occuper des espaces verts ne sont pas payés par la mairie. Et pourtant, l'argent ne manque pas. 100 millions de francs CFA sont versés chaque année pour l'entretien des lieux. En partenariat avec Bamako, c'est une ville française, Angers, qui assure les frais. C'est les rues de transport. Il y a des marchés aussi. Ce n'est pas fait pour ça. Des commerçants vendent partout, même au bout milieu des guitarons même. Il faut que le gouvernement prenne son mesure pour ça. Le gouvernement malien voit ces problèmes. L'autorité, tout le monde voit ces problèmes. Donc c'est pas la peine. Moi, je ne vais pas dire on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Si je ne me trompe pas, le gouvernement malien sont financés à peu près 1,2 milliard pour les problèmes des jardins. Mais pour voir aujourd'hui, zéro. Comment on peut investir des milliards dans un lieu maintenant, ça ne garde pas ni rien. Avec les gardiens, de toute façon, ils sont dans les jardins. Maintenant, c'est les mêmes bandits encore. C'est la nuit, on voit qu'ils trafiquent quelque chose. Si tu veux faire quelque chose, tu peux prendre des gardiens, des gens sérieux, ils n'ont qu'à garder. Si tu n'es pas habité, si tu n'es pas un enfant de quartier, là, tu ne peux pas gérer les jardins. Mais d'investir quelque chose, de laisser comme ça, ouais, c'est la population. Ce n'est pas la population. Il y a une chose, il faut que le gouvernement n'ait qu'à occuper de ça. Si tu as fait les goudrons, tu prends les gens aussi pour continuer à faire de l'entretien. Quant à moi, même s'ils sont enlevés les jardins aujourd'hui, vraiment, ça me fera beaucoup de plaisir s'il n'y a pas d'entretien. Il n'y a rien dedans. On est carrément découragé. Un même projet, 2 quartiers, 2 sociétés. Dans l'un, l'aménagement approprié par les résidents semble être une réussite. Dans l'autre, l'espace vert apparaît pour ce qu'il est, un obstacle aux activités dites informelles, de la grande masse de ceux qui y trouvent, au jour le jour, de quoi survivre.
À Bamako, les politiques veulent modifier l'image de la capitale pour créer un patrimoine de référence. Mais en définitive, ce sont les lieux qui arbitrent. Autrement dit, sur le boulevard de l'Indépendance, le verre a été introduit dans le décor. À Raïda, la pauvreté et la corruption ont englouti le verre. La production du paysage est ici une affaire d'État. Elle est aussi un enjeu pour la citadinité.